en charge de la douleur. Dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce que vous... Il y a une différence par rapport aux molécules qui existent, notamment entre la prégabaline et la gabapentin, est-ce qu'il serait plus efficace chez le diabétique? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une place encore pour le traitement par la vitaminothérapie? MD6, il y a encore beaucoup de collègues qui l'utilisent de façon chronique, c'est le risque d'effet secondaire avancé. Et troisième question, vous avez parlé un petit peu de la neuropathie autonome. De cette occasion, parce qu'on a certains patients qui nous posent réellement des problèmes de prise en charge thérapeutique, donc certaines neuropathies autonomes et invalidantes. Je prends l'exemple de la gastroparésie. Est-ce qu'il y a un petit peu à l'avenir dans perspective d'utilisation de la toxine botulique en collaboration avec les gastro? Donc, merci international de la prise en charge de la douleur neuropathique, en particulier la douleur neuropathique périphérique de type diabétique. Donc, il y a eu des recommandations en 2018, il y a eu des recommandations donc, en 2021 qui sont venues un peu changer l'ordre établi. Donc, la nouvelle classification en matière d'approche est très intéressante dans le sens où avant on parlait plutôt de thérapeutique médicamenteuse et chirurgicale, c'est-à-dire l'approche médicamenteuse et chirurgicale sur les résotomies, etc. Mais maintenant, l'approche a complètement changé. Dans l'approche médicamenteuse, soit c'est une approche purement médicamenteuse par voie orale ou par entérale, ou bien par l'utilisation des topiques. Donc c'est le premier point le plus important dans la nouvelle classification 2021. Le deuxième élément dans le cadre de la classification des traitements de première intention, puisqu'on parle d'escalade et traitements de deuxième intention, jusqu'à 2021, on utilisait les gabapentinoïdes, donc la prégabaline, la gabapentin, comme traitement de première intention. Donc, comme il y a eu des études, parce que le gros souci avec le traitement de la douleur neuropathique, il n'y a pas eu de grosses études antérieures à celle faite jusqu'en 2013. L'étude Flanagan, qui a été la première étude qui a utilisé les gabapentinoïdes, notamment le prégabaline, chez les zonas et les diabétiques, qui a commencé à ouvrir l'approche thérapeutique spécifique des indications. Donc, actuellement, donc en 2021, avec le recul qu'il y a eu avec l'étude de combo d'utilisation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, donc on met en premier traitement l'utilisation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, donc soit la duloxétine ou la venlafaxine, à des doses assez connues. Après, on peut utiliser, si ça ne marche pas, un gabapentinoïde, soit la gabapentin de préférence ou la prégabaline, parce que l'histoire de la prégabaline, vous le savez tous, avec l'histoire du mésusage. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut prendre en considération chez le diabétique certaines comorbidités. Si vous avez un diabétique qui a une hypertension artérielle difficile à contrôler ou des phénomènes neurovégétatifs avec ses pics et ses hypotensions, l'utilisation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la noradrénaline peut être inductrice, surtout que dans les phénomènes de la neuropathie végétative, la caractère iatrogène est toujours à rechercher. Donc ça, c'est la première note à rechercher. Le deuxième élément, s'il y a une atteinte rénale qui n'est pas très rare chez ces diabétiques, donc l'utilisation de la gabapentinoïde, c'est-à-dire la gabapentin qui est largement utilisée, est à revoir en matière de posologie et de clearance rénale. Le deuxième élément, s'il y a une pharmacorésistance, on peut, où il y a des effets secondaires, on peut utiliser les deux médicaments avec des doses moins fortes pour avoir une meilleure tolérance et une meilleure sécurité d'emploi. Après, chez ces patients-là, dans le cadre de la neuropathie diabétique, si elle est focale, c'est ça la caractéristique justement de la douleur neuropathique chez le diabétique, on peut utiliser des traitements locaux ou topiques, donc soit les anesthésiants comme la lidocaïne, mais il y a actuellement un nouveau traitement depuis 4 ou 5 ans, c'est la capsaïcine. La capsaïcine qu'on utilise à 8% toutes les 12 semaines, ça peut donner d'excellents résultats, surtout chez des patients qui ont des comorbidités qui contre-indiquent l'utilisation des traitements par voie orale. Enfin, maintenant, et ce qu'on fait depuis quelques années aussi au service, dans le cadre du traitement de la douleur neuropathique chez le diabétique, chez les patients qui ont soit des effets iatrogéniques très importants à l'utilisation des médicaments, des comorbidités qui contre-indiquent, on utilise la toxine botulinique chez ces patients en intradermique, on le fait maintenant depuis presque une dizaine d'années. Ça peut donner d'excellents résultats chez certains patients. Et par moment, on a encore d'autres approches thérapeutiques, c'est-à-dire on peut avoir de l'escalade thérapeutique avec des thérapeutiques de troisième intention, que ce soit des thérapeutiques un peu utilisées dans le cadre hospitalier, ou bien dans certains cas, on peut arriver jusqu'à la stimulation soit transmagnétique, ou bien quand il y a une grosse allodynie, de la stimulation transcutanée comme la drésotome. Donc ça, c'est pour la prise en charge de la douleur neuropathique. La deuxième question, c'est pour l'utilisation de la vitaminothérapie. Alors, il est clair, dans le cadre d'utilisation de la vitaminothérapie, de courte durée ou momentanée, c'est toujours intéressant, puisque vous savez que l'atteinte du diabète, initialement, c'est une atteinte débilinisante. La myéline
La myéline, qui est un peptide et qui est fabriqué par les oligodendrocytes, a besoin de thiamine pour sa fabrication et sa maturation. Mais l'effet thérapeutique de l'utilisation du complexe 3B au long cours n'a pas montré d'efficacité, sauf chez les patients qui ont des pathologies sous-jacentes, source de carence ou de malabsorption. Donc chez ces patients-là, on peut être appelé. Le deuxième élément où on peut utiliser ces thérapeutiques, et je profite de la présence des diabétologues et des généralistes qui s'occupent de ça, c'est quand vous avez un terrain vasculaire et que vous avez une homocystéinémie élevée. Chez ces patients-là qui ont une homocystéinémie pathologique, et comme vous le savez, dans le cycle de dégradation de la méthionine pour la cystatine ou la synthèse de la thiamine, il y a une implication de 3 vitamines, la vitamine B12, le B9, donc les folates, et la vitamine B6. Donc chez ces patients-là, on peut être appelé à utiliser ça. Le troisième mécanisme auquel il faut penser aussi, c'est que les diabètes de type 2 qui sont traités par le glucophage, on peut avoir chez ces patients une anémie mégaloblastique par déficit en vitamine B12. Donc vous voyez qu'il y a des situations où on peut. Mais ce qui est intéressant chez ces patients-là, donc dans les recommandations internationales, les thérapeutiques sont bien expliquées et sont bien claires en matière d'usage. Troisième question, je commence à faire des trucs politiques, c'est l'utilisation, c'est les phénomènes neurovégétatifs. La toxine botulique. Alors, dans le cadre des troubles neurovégétatifs, donc tout à l'heure, moi j'ai parlé de la neuropathie cardiaque autonome, mais en fait, il y a également d'autres syndromes dysautonomiques qui touchent le diabétique, et principalement la gastroparésie. Donc, ces patients-là qui ont des troubles de la vidange, etc. Donc, plusieurs essais thérapeutiques ont été faits, y compris l'érythromycine, donc qui continue à être utilisé dans quelques centres, exactement, qui continue à être dans quelques centres. Et j'ai eu la chance de partir dans un service que j'ai une neurologue que tu connais bien, donc lundi natal, qui s'occupe de douleurs. Et c'est vrai que chez ces patients-là, il y a actuellement une approche thérapeutique plus ou moins, on va dire, accessible pour eux, mais possible, puisque les gastro maintenant, on fait de la jéjunostomie en percutanée, et les résultats sont, j'ai eu la chance de voir quelques patients, il y a des résultats beaucoup plus intéressants que les thérapeutiques non utilisées. Alors tout à l'heure, juste par rapport à l'hypotension orthostatique également, ça reste un problème majeur. Donc je ne sais pas si tu as l'habitude d'utiliser le chlorhydrate, donc le Gutran, il reste quand même assez intéressant à utiliser pour les patients en dehors de ce que vous utilisez par rapport à la fluorohydrocortisone. Mais actuellement, pour la gastroparésie, non seulement on utilise la toxine botulinque, il y a un autre produit, donc je ne sais pas si qui est utilisé aussi pour la vessie. Donc aussi on utilise pour la vessie, donc on a même un projet de thèse avec un collègue urologue ici. Mais il y a aussi un autre produit en dehors de la toxine botulinque qui est utilisé pour la neuropathie végétative, que ce soit la gastroparésie et la vessie non. Et je remercie professeur Bouzy pour son invitation et je la félicite pour la journée. Par rapport au syndrome d'apnée du sommeil, que ce soit le patient diabétique ou non diabétique, depuis une étude australienne, je me rappelle bien qui a été publiée en août, nous avons l'AMR pour le tir hépatique, aussi bien chez le diabétique que le non diabétique, et c'est une AML et qui a montré à travers les études son efficacité dans le cadre du syndrome d'apnée du sommeil. C'est la seule molécule actuellement qui est disponible parce que les appareillages, c'est pas facile à vivre. Et les résultats ont été très probants, même dans le bras non diabétique. Donc, je voulais quand même vous en parler. C'est une étude qui a été publiée, donc qui a été présentée en Australie en août, et ils ont pu obtenir tout de suite après l'AMM. Il y a une seule molécule à travers le monde qui a l'AMM pour le syndrome d'apnée du sommeil. Même chez nous, elle a eu l'AMM pour le diabétique, ensuite pour l'obèse diabétique ou non diabétique, et maintenant, même pour le syndrome d'apnée du sommeil. Depuis plus de 20 ans maintenant, avec l'utilisation de la pression positive, avec les appareillages qui sont contraignants. D'ailleurs, le plus grand inconvénient chez les patients qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil qui sont traités, au fait, dans les premiers mois, on va dire la première année, donc l'appareillage est bien respecté, mais il y a un très grand pourcentage des patients qui délaissent d'abandon de ces appareillages. Et pour cela, donc j'ai voulu partager tout à l'heure avec vous, parce que c'était quand même dans un grand congrès international, et le niveau de preuve, au fait, bon, c'est vrai qu'il n'était pas à un très haut niveau, mais il était moyen, mais quand même, il faut y penser.
Et je pense que l'avenir du syndrome d'apnée du sommeil, entre autres, bien sûr, c'est ces traitements pharmacologiques. Mais il faut savoir que dans certains pourcentages des patients qui ont été traités par un traitement pharmacologique, il y a un pourcentage qui associe également donc, l'appareillage pendant la nuit. Si vous me permettez juste une phrase, c'est vrai que le problème, c'est qu'on a 2 centres de labo du sommeil, c'est que les confrères ne pensent pas à orienter le malade pour le dépistage, même diabétologues. Même les diabétiques ne le font pas, donc les prévalences que nous avons sont sous-estimées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Absolument. Qui parle d'un sous-diagnostic Dans notre contexte. atroce, oui. C'est-à-dire même à l'échelle internationale. Vous avez vu le nombre de millions de personnes qui sont sous-diagnostiquées à l'échelle mondiale. Donc, notre pays, il y a sûrement un sous-diagnostic atroce, pas que dans le cadre du diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil, mais dans le cadre de toutes les autres pathologies au fait. Et c'est le but de ces journées pour un petit peu sensibiliser le médecin généraliste et les différents spécialistes sur l'apport et l'importance du dépistage de ces pathologies qui peuvent être muettes et pour lesquelles on n'y pense pas forcément au début. Et c'est pour cela, donc, l'objectif de ma communication, c'est de parler du dépistage en médecine générale des patients. Voilà, on a vu que l'apnée du sommeil est au-delà de l'apnée ou du collapsus supérieur, des voies aériennes supérieures, mais c'est la partie immergée de l'iceberg qui est très importante. Donc, y penser chez les patients hypertendus, y penser chez les patients cardiopathes, y penser chez les patients diabétiques, y penser chez les patients obèses, voilà, et vice-versa. C'est-à-dire, la poule et l'œuf, il faut chercher le... Chez les femmes, il faut essayer de lutter un petit peu contre les préjugés. Les femmes ronflent aussi, les femmes ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, comme on a vu, beaucoup d'études, même si elles ne sont pas faites chez nous, concernaient essentiellement les hommes. Je vous avais mis des études où il y avait seulement mâles. Et il est rare qu'on fasse des études sur une population d'hommes, en dehors du problème de la reproduction ou autre. Et là, il y a tellement de biais dans le diagnostic et de sous-diagnostic chez les femmes qu'il y a des études uniquement chez l'apnée du sommeil de l'homme, ce qui normalement ne devrait pas se faire. Et donc, le diagnostic doit être fait le plus précocement possible. Vous avez parlé de l'accessibilité à cet appareil, qui est assez rébutant quand même, parce que placer à son chevet une machine pour pouvoir passer la nuit, c'est pas toujours confortable, et même sur le plan psychologique. Maintenant, on souhaite la bienvenue, comme l'a dit le professeur Amagné, aux nouvelles molécules qui ont été donc présentées au dernier congrès européen de diabétologie comme ayant été validées pour les non-diabétiques, non-obèses, mais seulement dans le cadre de l'apnée du sommeil. Monsieur Daoudi? Habituellement, puisqu'on est dans le cadre du diabète, on parle d'obésité centrale. Est-ce que ça vous arrive d'évoquer, puisqu'on est dans le cadre du prédiabète et du diabète, la neuropathie pharyngée autonome? C'était la question de monsieur. Bien sûr, on a une consultation de sommeil, donc ça nous arrive. Effectivement, lorsqu'on parle du syndrome d'apnée du sommeil, on a vu que le patient, il faut le prendre de la tête aux pieds, en fait. Au-delà de l'obstruction pharyngée, on avait parlé du rôle du système nerveux, autonome, et aussi de la perturbation de la fonctionnalité du nerf hypoglosse, par exemple. Et dans les recherches sont axées essentiellement sur des thérapeutiques innovantes qui vont vers la stimulation, par exemple, du nerf hypoglosse pour améliorer le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, avant d'indiquer une PPC chez le patient ou d'indiquer des traitements pharmacologiques, etc., il faut faire tout un bilan exhaustif chez le patient pour rechercher quels sont les facteurs de risque, les facteurs étiologiques de ce syndrome d'apnée du sommeil, avant d'indiquer certains thérapeutiques. Donc, le plus important, c'est de ne pas s'accaparer le patient, ni les pneumologues, ni l'ORM, ni le neuro, mais il faudrait que ça soit une prise en charge multidisciplinaire afin de détecter toutes ces pathologies qui intéressent ce moment. Juste un petit mot, puisque madame avait parlé du renflement.
pour nos chers étudiants et les médecins généralistes. Il faut savoir que quand on parle du syndrome d'apnée du sommeil, on a tendance à lui coller les ronflements. Bon courage. Voilà, les ronflements. Il faut savoir, c'est pas tous les ronfleurs qui présenteraient un syndrome d'apnée du sommeil. C'est comme l'exemple c'est pas tous les fumeurs qui vont faire un cancer bronchique, mais dans la cohorte des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, on a un pourcentage énorme de patients qui ronflent. Voilà. Au départ, le professeur Sahed m'a proposé, j'ai tiqué un peu, est-ce que vraiment c'est quelque chose de fréquent chez le diabétique? Finalement, c'est pas une maladie fréquente, et c'est pour ça ma question, est-ce qu'il y a une prédisposition donc à cette pathologie, et est-ce qu'il y a un risque de dégénérescence? Vous avez parlé de l'ostéomyélite, est-ce qu'il y a un risque Je vous remercie pour cette question. Je commence par la fin. Il n'y a aucun risque de site externe nécrosant qui présente un granulome, un tissu dans le conduit auditif externe. Ça peut prêter à confusion avec une pathologie néoplasique. C'est pour ça qu'on a tendance toujours à faire des biopsies à l'écureuil. J'ai attiré l'attention aussi sur le fait qu'une pathologie néoplasique préexistante peut être un facteur de risque d'otite externe nécrosante. Donc cette infection va venir se greffer sur une pathologie néoplasique préexistante. Pour ce qui est des facteurs de risque, ce sont souvent c'est le terrain de débilité, d'immunodépression. C'est souvent des diabétiques mal équilibrés. Dans notre étude, les 15 patients étaient des diabétiques mal équilibrés. Ce sont des patients qui ont subi un certain nombre de gestes. C'est souvent, et d'ailleurs dans le cadre de formation continue des médecins généralistes, certains sont ici présents, on en parle assez souvent. Est-ce qu'on peut faire un lavage, par exemple un lavage d'oreille pour tout le monde? Là, on attire leur attention sur le fait qu'un patient qui est immunodéprimé, qui est diabétique, mal équilibré, il faudrait éviter parce que ça constitue un facteur de risque majeur de développement d'une otite externe. Troisième chose, l'utilisation de l'antibiothérapie. L'utilisation de l'antibiothérapie, souvent à tort et à travers. On ne choisit pas souvent l'antibiotique qu'il faut, la durée qu'il faut et la dose qu'il faut. C'est pour ça l'intérêt de la formation. L'intérêt du prélèvement bactériologique. Il ne faut pas hésiter à faire un prélèvement devant une autobée. Surtout quand c'est un terrain de débilité, un patient qui est immunodéprimé. Il ne faut pas aller. J'ai dit que dans notre étude, le délai d'hospitalisation c'est de 3 mois. Ce sont des patients qui ont vu énormément de médecins. L'errance, effectivement, c'est des patients qui ont vu un généraliste, un ORL, il revoit un autre généraliste, l'un le met sous amoxicilline, l'autre le met sous augmentin, l'autre sur quinolone, ils lisent la PES. Dans un état, je vous ai dit, ce sont souvent des patients classés en stade 3. C'est une infection qui a déjà atteint la base du crâne. Ce sont des patients qui ont des paralysies faciales. Ce sont des patients qui ont des troubles de la déglutition. Ce sont des patients qui développent des pneumopathies d'inhalation. Déjà à l'admission. J'espère que j'ai répondu un petit peu.